Madame, mademoiselle, monsieur, les difficultés sont derrière nous. Nous avançons. 2018 aura été l'année de toutes les censures. Toutes les voix discordantes sont chassées des médias de propagande. Hormis quelques exceptions notables, des centaines d'intellectuels sont interdits d'antenne, à l'image d'un Éric Zemmour, boycotté par le service public, financé par nos impôts. Toutes les oppositions au camp prétendument progressiste vanté par Emmanuel Macron sont malmenées, maltraitées, et tout particulièrement TV Liberté, que l'on a cherché à faire taire. Cédant à des pressions, YouTube a fermé fin juin toutes les chaînes de notre télévision. Le coup porté se voulait mortel. Il a été rude. Dans cette épreuve, nous avons bénéficié de deux facteurs essentiels et déterminants. La cohésion des équipes de TVL et le prodigieux soutien de la communauté des téléspectateurs de TV Liberté. Une solidarité, une fraternité qui nous ont permis de déjouer la manœuvre. Grâce à un élan financier exemplaire, nous avons renforcé notre indépendance en protégeant dorénavant toutes nos émissions sur nos propres serveurs. Nous avons acquis une vraie autonomie. C'était devenu crucial. Et nous pouvons affirmer sans crainte que TV Liberté est à l'abri des mauvais coups et des coups bas. Nous possédons maintenant une parade automatique à la censure. Et c'est parce que nous sommes solides que nous avons repris notre marche en avant pour gagner la bataille de l'audience, mais surtout pour gagner le combat de l'influence. Nous pouvons à nouveau emprunter toutes les routes que constituent les plateformes vidéo, toutes sans exception. Le combat de l'influence, c'est comme un combat de boxe. On prend des coups, certes, mais on peut en donner en retour par la contestation, par la dissidence. Notre volonté n'est pas de battre l'adversaire au poing, mais par chaos, et nous nous en donnons les moyens. Les voici. Première évolution importante, la refonte de notre site internet tvliberté.com. Il ne s'agit pas d'un simple peinturlurage, mais d'une transformation de taille pour une meilleure ergonomie, un meilleur confort de navigation pour les internautes, un ensemble plus moderne et plus esthétique. Là encore, nous avançons et nous franchissons même une étape dans la professionnalisation de la chaîne. Autre nouveauté de fond qui correspond aussi à un grand bond en avant, la création d'un fil d'actualité en continu sur tvliberté.com. En direct, vous allez pouvoir consulter l'actualité du moment, mais aussi les déclarations des personnalités politiques, les agendas culturels, les éphémérides, des images cachées par la presse partisane, des scoops. Ce fil d'actualité, destiné à accompagner nos téléspectateurs tout au long de la journée, intégrera pour une meilleure efficacité toutes les émissions radiophoniques produites par TVL. Une équipe de 2 journalistes s'installe d'ores et déjà pour mettre en place ce nouvel outil qui va vite devenir incontournable pour tous les défenseurs de l'esprit français. Vous le voyez bien, autour du journal télévisé quotidien de TVL, ce pôle information se renforce durablement. Et nous ne nous arrêtons pas là. Petit à petit, nous renforçons notre présence sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, TVL va porter ses efforts sur Instagram et ne s'interdit pas d'ailleurs de faire ses premiers pas sur d'autres réseaux sociaux qui connaissent un fort développement. Les émissions phares de la chaîne vont connaître des modifications ou des nouveautés. C'est déjà le cas d'Immédiat avec autour de Jean-Yves Le Gallou une équipe renforcée et un nouveau présentateur. C'est aussi le cas de Bistro Liberté qui a gagné en dynamisme avec une nouvelle formule qui rencontre le succès. Tout au long de 2019, les surprises se succéderont. Les personnalités qui comptent seront sur TV Liberté. Enfin, et c'est un axe nouveau, après l'aide et le soutien à la réalisation de documentaires, TV Liberté va s'engager dans l'accompagnement des nouveaux talents. Ils apparaissent sur Internet, ils révolutionnent l'art de la communication et suscitent l'intérêt des plus jeunes. On les appelle les youtubeurs. Certains s'opposent avec courage au pouvoir en place, tous combattent le politiquement correct. Nous vous les ferons découvrir grâce à cette bourse aux nouveaux talents. TV Liberté avance, avec la volonté affichée de lutter pied à pied contre le recul de la liberté d'expression. Le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays, mais il n'est pas inéluctable. Les peuples reprennent le pouvoir en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, déjouent les pronostics comme au Brésil. La France peut, elle aussi, se libérer des chaînes qu'on lui impose. TV Liberté veut vous aider à vous libérer des chaînes qui cherchent à vous emprisonner. Aidez les Français à se libérer des chaînes qui cherchent à les emprisonner. Donnez-nous-en les moyens pour qu'en 2019, TV Liberté continue de défendre vos idées. Aidez-nous, maintenant.
Paul-François Paoli. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous collaborez à plusieurs journaux, notamment le Figaro littéraire surtout. Vous êtes venu récemment d'ailleurs présenter un ouvrage intitulé « L'imposture du vivre ensemble ». Et là, vous revenez nous voir avec un livre que j'ai particulièrement apprécié et qui est intitulé « Confession d'un enfant du demi-siècle », un demi-siècle qu'on peut en gros estimer de 68 à 2018. C'est de ce demi-siècle-là dont on parle. Absolument, c'est les 50 dernières années, une sorte de panorama intellectuel que je retrace à travers un prisme personnel. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture dans votre ouvrage. Il y a tout d'abord un aspect biographique. Vous avez traversé les 50 dernières années en trois ismes. Absolument. Communisme, nihilisme, conservatisme, c'est vrai. Disons, voilà, je suis tombé dans le marxisme, disons, autour de 12-13 ans, à l'âge de 12-13 ans, en lisant un très très beau roman d'Arthur Koestler qui était très marquant, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Spartacus, qui est l'histoire du héros thrace, de cet esclave qui se libère de sa condition, et ça m'a, d'une certaine manière, amené vers l'idée d'une révolution, d'un changement radical. Et à l'époque, c'était dans les années 73, 74, le marxisme était prédominant et c'était presque une forme de normalité intellectuelle. Vous dites que vous avez débuté votre engagement politique vers la mort d'Allende, c'est un marqueur fort, et puis vous utilisez à un moment donné un terme qui n'est pas très flatteur, mais c'est le vôtre. Vous dites, moi j'étais en gros un boy scout pseudo-communiste. J'étais un boy scout, mais vous savez, à 13-14 ans, c'est ce qu'on est. En réalité, je n'étais pas réellement vraiment de gauche, au sens où ce qui m'avait impressionné chez Allende, c'était son héroïsme personnel. C'est quelqu'un qui est mort une mitraillette à la main. C'est le général de Gaulle, je crois, qui dit « il faut mourir fusillé ou foudroyé », et il est mort fusillé et foudroyé. Et c'était un homme pour qui je garde beaucoup d'estime, parce que je pense que le courage en politique est une vertu très rare. Et donc, enfant, le coup d'État au Chili, quand j'ai vu cet homme seul, ou presque seul, abandonné, j'ai eu une très 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 forte sympathie pour lui, et ça m'a orienté. Alors, ce communisme-là, comment vous l'expliquez? C'est face à l'injustice, Spartacus contre l'injustice. C'est parce que vous êtes issu d'un milieu bourgeois et dont vous voulez vous en démarquer parce qu'il ne vous convient pas, ou parce que lui-même... Ou est-ce que c'est tout simplement idéologique? C'est parce que dans le communisme, ses pompes, ses œuvres, ses morts, ces centaines de millions de morts, ça me plaisait. Non, parce que non, je n'étais pas quand même pervers à ce point, si vous voulez. Non, ce qui m'intéressait, c'est d'un côté le monde bourgeois, ce que je ressentais comme le monde bourgeois, c'était un monde un peu étriqué, un peu mesquin. Et par rapport à ce monde, il y avait ce romantisme révolutionnaire. Et en fait, vous savez, quand on est adolescent, on est sensible aux images. C'est ça qui vous frappe le plus. J'avais été sensible, terriblement sensible, lorsque je voyais les défilés, ces jeunes gens, très jeunes, qui paradaient avec des drapeaux rouges, ça me plaisait. Et c'était quelque chose, au fond, de très archaïque. Je crois que du côté de la droite révolutionnaire, si ça avait été la droite révolutionnaire ou une droite radicale, dans l'autre sens, qui avait été aussi omniprésente, omnipuissante, ça m'aurait attiré aussi. Je crois que quand on est jeune et qu'on a un tempérament romantique, mais en fait, je n'ai rien fait de romantique dans ma vie, j'étais plutôt boy scout et j'avais plutôt une sorte d'imagination idéaliste. Mais j'aimais ce spectacle, c'est quelque chose qui m'attirait et je crois que, étant donné que j'avais lu des romans où il y avait des héros, des romans où il y avait des personnages masculins extrêmement fascinants comme La condition humaine de Malraux, eh bien j'étais attiré par cet univers révolutionnaire. Les années 80, alors qui constituent l'épopée de la gauche révolutionnaire absolument agonisante, eh bien, vous voit devenir, vous, cette fois-ci, c'est le deuxième isme, nihiliste. Avec ce mot d'excuse, j'étais nihiliste, comme le sont tant d'adolescents aujourd'hui. Vous aviez trop vu les films de Carlos Saura que vous évoquez, et c'est ça qui vous a... J'évoque un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Vivre vite, où on voyait des petits jeunes qui ne croyaient en rien et qui simplement voulaient passer du bon temps et jouir. Et forcément, s'il n'y a rien à faire dans la vie, si de toute façon tout est futile et dérisoire, pourquoi ne pas commencer par se servir? Et d'une certaine manière, je trouvais ça, c'était l'époque, souvenez-vous, en 79-80, où l'extrême gauche est en plein déclin, en pleine
capilotade, et où ce mouvement, un mouvement né très fort en Italie qui s'appelle les autonomes. Ce sont des jeunes très violents qui se réapproprient des biens de consommation, qui attaquent les magasins, qui attaquent les manifestations, etc. Et j'ai jamais participé à ce mouvement-là, mais j'avais des gens dans mon entourage qui y participaient, et ils avaient du cran, ils avaient un certain cran. Et à cette époque, j'avais perdu toute... je m'étais débarrassé de l'idéalisme révolutionnaire, j'avais été très marqué par le catholicisme dans mon adolescence, mais je n'avais plus aucun idéal. Voilà, on peut vivre sans idéal, on peut simplement faire carrière, mais je n'avais plus d'idéal, mais l'idéal m'avait marqué de son absence, et j'avais une sorte d'absence en moi que j'essayais de combler. Est-ce qu'on reviendra sur ce troisième isme, conservatisme, votre profession de foi aujourd'hui finalement? Oui, si vous voulez. Mais est-ce que ce parcours, qui est quand même un parcours chaotique, c'est la représentation des bouleversements intellectuels et politiques de 1970 à nos jours? Vous partez, jeune militant communiste, je ne vais pas vous faire l'injure de penser que derrière cela, il n'y avait pas, de votre point de vue, un idéal, et puis d'un seul coup, vous abandonnez cet idéal, et ce nihilisme, en fait, on sait, va faire le jeu de ce que vous appelez la société libérale libertaire. Vous dites chaotique. En fait, chaotique est logique. C'est-à-dire, j'ai adhéré aux jeunesses communistes à 15 ans, j'ai quitté les jeunesses communistes à 17 ans, j'ai fréquenté les communistes, j'ai lu et j'ai compris dans un temps relativement court ce que beaucoup de gens ont mis des décennies à comprendre, c'est-à-dire que c'était une voie sans issue et que le communisme était fondé sur une illusion, sur une erreur profonde, anthropologique sur la nature humaine, l'erreur de la bonté de l'homme, de l'innocence de l'homme, l'erreur classique de Rousseau, la société est mauvaise mais l'homme est bon. Et ça, aujourd'hui, dans ce que j'appelle mon conservatisme, j'ai évidemment inversé un petit peu la tendance. Donc il y a une logique dans tout ça. Alors ces bouleversements, ils sont nés, c'est vrai, dans les années 70, on les situe même après mai 68 ou avant mai 68, qui est 68 annonçant les bouleversements qui allaient se faire jour. Est-ce qu'on peut les scinder comme vous le faites par décennie, ou est-ce qu'on pourrait tout simplement dire que ce sont en 50 ans l'avènement d'une véritable révolution qui ne dit pas son nom, mais que vous qualifiez de libérale libertaire par sa mise en cause de ce que vous appelez là aussi la nostalgie de la tradition. Voilà, une révolution libérale libertaire qui serait un peu la revanche contre Audiard. En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez... Sur les films. Voilà, ce que j'explique, c'est que le libéralisme en France, contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, a gagné par défaut. C'est pas le libéralisme qui a gagné en positif, c'est pas les penseurs libéraux, c'est pas Hayek qui s'est imposé. C'est simplement que les grandes idéologies collectives, les grandes visions collectives ont été affaiblies, se sont effondrées. Le communisme, le Parti communiste s'écroule. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus qu'un vestige. Le Parti socialiste est en train de suivre. Le catholicisme, l'Église catholique est dans une phase de déclin et de crise qui se poursuit aujourd'hui. Et le gaullisme, qui était prédominant à droite, une droite républicaine, est en train de s'effondrer aussi après la mort de Pompidou. Et donc, il ne reste plus rien. Et donc, le libéralisme, qu'est-ce que c'est? Par quel biais le libéralisme va finalement s'introduire dans la société française? Par le biais du libéralisme culturel. Et c'est par ce biais-là que la pensée de Raymond Aron, finalement, va l'emporter. Alors, dans cette révolution libérale libertaire, le rôle de certains intellectuels s'est avéré bien évidemment particulièrement important et souvent particulièrement néfaste pour la société. Alors on peut évoquer un cas emblématique parce que vous arrêtez dessus quasiment sur un chapitre qui est celui de Jean-Paul Sartre, dont vous dites que dans le cimetière des intellectuels bien pensants de l'époque, il est le plus démodé, le plus idéologue et le plus indigent. On a connu de plus belles oraisons quand même. C'est-à-dire, Sartre, je l'ai lu à 14-15 ans, j'étais intoxiqué par Sartre, j'ai lu ses romans, c'était quelqu'un qui ne proposait au désespoir de la jeunesse qu'une autre forme de désespoir, voilà, le désespoir existentialiste. Il se trouve que je suis allé à l'enterrement de Sartre parce qu'on m'y a amené, j'étais avec une cousine qui m'a amené à l'enterrement de Sartre en 80. Vous n'étiez pas tout seul? J'étais pas tout seul, donc j'ai une excuse, j'ai un alibi, mais on voyait que c'était la fin. On voyait que c'était la fin, on ressentait que c'était la fin. Sartre a été le grand penseur des années 60, mais comme je l'explique dans ce livre, il a été totalement détrôné par deux autres très grands penseurs qui sont aujourd'hui les deux penseurs les plus référents dans le monde, du point de vue de la pensée française, qui sont Michel Foucault et Claude Lévi-Strauss, qui ont déboulonné complètement Sartre. Qu'est-ce que vous en
concluez? Le fait que, par exemple, Sartre, on en parlait avant cet entretien, vous l'avez lu, moi, on me l'a imposé, parce qu'au lycée, on imposait la lecture. Et c'est un bon écrivain, c'est un bon romancier. Les mots, c'est un beau livre. Les mots, c'est un beau livre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il est complètement disparu? C'est une revanche de l'histoire ou c'est naturel? Non, finalement, parce que sa vision de la liberté existentialiste, sa vision de la liberté comme une sorte d'autoconstruction de l'homme par lui-même, a été totalement récupérée par le libéralisme, par une certaine idée, par exemple par le transhumanisme. C'est l'idée que l'homme peut se fabriquer. Et aujourd'hui, c'est une idée qui inquiète beaucoup. C'est une idée qui inquiète beaucoup, cette idée que nous nous créons nous-mêmes, c'est ça, on voit ça aussi dans la science-fiction. C'est une idée révolutionnaire à son époque, mais aujourd'hui c'est une idée qui inquiète beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un très grand mouvement conservateur venant de tous les côtés, conservatisme de droite, conservatisme de gauche. Qu'est-ce qu'on peut conserver de l'homme? Il faut essayer de conserver quelque chose de l'être humain. Alors vous consacrez, c'est assez amusant parce que ça excite Sartre pour le voir remplacé par plusieurs écrivains intellectuels. Je vais en citer quand même deux qui suscitent quand même toujours beaucoup de passion en France. C'est Michel Houellebecq, que vous qualifiez de le grand désenchanteur, oui. Et puis Michel Onfray, à laquelle vous posez comme question à travers lui, est-ce que c'est un phénomène gaulois? Oui, c'est un phénomène gaulois. Ce demi-siècle. Est-ce que Houellebecq, et on verra pour Onfray, est-ce que Houellebecq, il a vraiment cette place dans le demi-siècle? Est-ce qu'il est aussi important qu'on le dit? Houellebecq, je crois, est très important comme révélateur. Ce n'est pas un grand écrivain à la manière de Malraux ou de Céline. Céline, Proust et Malraux sont des génies littéraires. Lui, c'est pas un génie littéraire, mais c'est un formidable révélateur. Il a trouvé une forme littéraire en adéquation complète avec son message. C'est-à-dire, il montre que nous vivons dans une société de la platitude. Vous l'avez découvert assez tardivement, finalement? Je l'ai découvert il y a peu de temps, en fait, en le lisant à l'envers. C'est-à-dire que son premier livre, qui est Extension du domaine de la lutte, qui paraît en 1993, a été refusé chez Gallimard. Et le paradoxe et le cocasse, c'est que c'est un éditeur d'extrême gauche qui s'appelle Maurice Nadeau, qui a décidé de publier ce livre, qui est un coup de maître et un coup de génie. Pourquoi Gallimard et pourquoi les éditeurs politiquement corrects ont refusé ce livre? Parce que c'est un livre très violent, misogyne, on dirait, misogyne et raciste aujourd'hui, comme on dit toujours, dès qu'il y a des mots qui sont un petit peu insolents envers telle catégorie de population. Mais Maurice Nadeau, qui était un très bon éditeur, trotskiste, a vu le génie, le talent, le grand talent littéraire. Qu'est-ce que c'est, extension du domaine de la lutte? Ça veut dire que dans la société libérale, tous les hommes sont rivaux les uns des autres, et notamment au niveau de l'amour et de la sexualité. Houellebecq, Onfray, même niveau. Onfray n'est pas un penseur, à mes yeux, c'est un polémiste, c'est un pédagogue, c'est un très bon journaliste philosophe, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence, bien entendu, mais vous savez, penseur, tout le monde ne peut pas être penseur. Il n'a pas de pensée absolument originale, mais c'est quelqu'un qui compte, et c'est un phénomène gaulois. Il avait très bien commencé dans le milieu intellectuel parisien, tant qu'il était politiquement correct, et puis un jour, il a commencé à aller de transgression en transgression, et on l'a refoulé dans sa Normandie. Parce qu'il y a un petit microcosme parisien de gens qui détestent la province. Il y a aussi ça chez le phénomène Onfray. Sa popularité est aussi liée au fait qu'il est provincial. Et puis alors, il y a tous les philosophes et les intellectuels qui vous ont façonné, qui vous ont aidé dans votre construction vers ce conservatisme. Alors, dans votre panthéon, hein, parce que là, vous avez un panthéon, vous avez plusieurs sources d'inspiration. Alors là, vous étiez avec Nietzsche dans votre enfance, et puis là, il a été remplacé, j'ai l'impression. Nietzsche, un peu effacé. Nietzsche, c'est un génie, c'est un penseur génial, mais vous ne pouvez pas être nietzschéen toute votre vie. À 50 ans, il faut se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous n'êtes pas avec une Rolex à 50 ans, voilà. Vous êtes sans Nietzsche à 50 ans. Voilà, il faut se calmer à un moment donné. Bon, alors on va pas faire... nietzschéen à 50 ans, c'est que tu n'as pas réussi ta vie? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a si vous connaissez les Nietzschéens, c'est souvent des gens pathétiques. Je veux dire, voilà, c'est des gens souvent qui souffrent. Bon, non, Nietzsche politiquement n'est pas un penseur sérieux, mais c'est un poète, c'est un immense poète. Bon, non, les penseurs, les intellectuels qui m'ont beaucoup marqué, c'est des gens, Pierre Boutang sur le plan de la philosophie, Pierre Manin, que vous avez reçu ici sur le plan de la philosophie politique, Hannah Arendt à certains égards. Donc je me définis comme un conservateur, c'est-à-dire si tant est qu'il y a quelque chose à conserver dans la société décadente qui est la nôtre. Un conservateur qui a pas peur quand même, parce que bon, Marcel Gauchet et René Girard, bien sûr, et puis aussi Alain de Benoît.
Benoît? Oui, parce qu'Alain de Benoît est quelqu'un de très estimable, que j'estime beaucoup. Sa revue Éléments est, à mon avis, la meilleure revue aujourd'hui en France. C'est quelqu'un de remarquable, de prodigieusement intelligent. Ça, j'enfonce une porte ouverte parce que tout le monde le reconnaît. Je ne suis pas d'accord très souvent avec ses hypothèses et ses conclusions, mais c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout, ce qui est rare dans le milieu intellectuel français. J'en atteste. Conservatisme ou progressisme, vous avez fait votre choix. Absolument. Macron a raison, conservateur progressiste. Conservateur au sens... Alors, je montre qu'il y a beaucoup d'angles. Vous avez les conservateurs révolutionnaires comme Junger, et Alain de Benoît se rattache à cette tradition. Vous avez des conservateurs traditionnels chrétiens, catholiques. Et puis, vous avez des conservateurs politiques, disons souverainistes. Le bonapartisme est une certaine forme de conservatisme. Donc, je navigue un petit peu entre ces eaux. Alors, la question qui se pose, c'est que, bien évidemment, vous dites, notre société, notre France, elle est rongée par le relativisme, elle est rongée par le cynisme, elle est rongée par l'individualisme. Je veux bien que vous soyez conservateur, mais alors qu'est-ce que vous conservez dans cette France-là? Il n'y a plus rien à conserver, si je dirais, ce qu'il faut conserver, c'est l'espoir de la jeunesse. Il faut essayer de donner un peu d'espoir aux jeunes. Parce que, voilà, je pense qu'il y a une dégénérescence du politique, ça nous le voyons. Et donc, il y a une vague conservatrice qui arrive du centre de l'Europe. Et je pense que c'est cette vague conservatrice qui peut avoir un effet positif sur des pays occidentaux, l'Italie, la France, l'Espagne, qui sont des pays, il faut le dire, hein, même si c'est un peu simpliste, qui sont des pays décadents. Et donc, je pense qu'il y a une révolution conservatrice en marche, qui vient des peuples du centre de l'Europe. Et je crois que le salut, entre guillemets, vient de là. Vient de ces peuples. Si conservateur, avec quand même plus grand-chose à conserver, vous terminez quand même votre propos, et c'est de l'ouvrage, en regrettant, et ça m'a surpris, que la France soit devenue protestante. Ça mérite déjà une explication. En quoi la France est-elle devenue protestante? Eh bien, c'est le livre de Régis Debray. Nous sommes devenus protestants parce que nous sommes devenus américains. Si vous voulez, nous sommes devenus américains. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord avec Alain de Benoît. Et l'état d'esprit américain, profondément, c'est un état d'esprit protestant, c'est-à-dire l'individu, la réussite personnelle, le salut personnel. C'est-à-dire, au fond, le contraire d'une certaine destinée française fondée sur l'idée de l'État, d'un bien commun et d'un ensemble collectif. Voilà. Et là-dessus, véritablement, nous sommes protestants, mais c'est même inconscient. Les gens ne s'en rendent pas compte. Macron est totalement protestant. Hollande, lorsqu'il y a eu l'affaire Leonarda, l'État s'est incliné devant une famille voilà, qu'on n'arrivait pas à expulser. Pourquoi? Parce qu'il y a le primat de l'émotion, le primat de l'émotionnel, le primat de la conscience individuelle. Tout ça, ça vient du protestantisme. Est-ce que ça vous choque, cela? Parce que, qu'est-ce que ça vous fait même? Vous êtes agnostique, par définition. Mais je suis agnostique, mais je suis latin. Je suis un latin. Et non, mais ça ne vous concerne plus. Vous n'êtes pas concerné par cela, que la France soit catholique ou protestante. Si, ça me concerne, parce que ma culture est quand même liée au catholicisme. Pourquoi vous ne le conservez pas? Je le conserve. Non, vous dites, je suis agnostique. Vous l'expliquez d'ailleurs. Agnostique, c'est sur le plan de la foi, sur le plan des dogmes. Sur le plan culturel, je garde un lien affectif et un lien émotif avec la tradition catholique. Vous avez fait votre engagement politique à gauche. Vous regardez aujourd'hui la gauche, vous vous dites qu'il n'y a pas de regret à avoir. Ah oui, alors j'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle « Quand la gauche agonise », et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand on voit l'état de la gauche dite radicale, quand on voit comment ces gens honorent les valeurs de la République, dont ils se gargarisent du matin au soir, quand on voit ce qui reste de la fraternité républicaine entre eux, quand ils se disputent et qu'ils se chamaillent entre Edwy Plenel et Jean-Luc Mélenchon, on se dit que oui, que la gauche, effectivement, est en train d'agoniser. Plenel fait son travail, non? Plenel, c'est un très bon journaliste, si on en considère que le journaliste, c'est quelqu'un qui est capable d'aller fouiller aussi dans les poubelles, voilà. Il a fouillé dans les poubelles, là? Je crois que c'est quelqu'un qui est capable de se salir les mains pour... Enfin, je ne veux pas le mettre en cause sa déontologie personnelle, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui est capable de... Quand son second, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Arfi, je crois, dit les relations entre Jean-Luc Mélenchon et Sonia Chikirou, la nature de leur relation, sous-entendu intime, fait partie du débat public, là encore, on est protestant.
C'est d'un truc incroyable. On est aux États-Unis. Voilà des gens qui sont anti-américains, comme Plenel, et qui utilisent une méthode qu'on utilise dans la presse anglo-saxonne, c'est-à-dire aller chercher en dessous de la ceinture pour découvrir quelle est la relation entre un homme politique et quelqu'un qui travaille pour lui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez déplorable, vous êtes d'accord? Une notion qui est bien évidemment en antagonisme total avec la déontologie de la presse et de la charte de Munich que Edwy Plenel a dû signer, mais ça serait une autre discussion. Dernière question, mais elle est désagréable finalement. Si on vous avait dit à 13 ans, à 15 ans, à 16 ans, que vous écririez dans le Figaro, parce qu'il n'y a que les gens qui sont dans le Figaro qui croient que le journal n'est pas de droite, mais dans l'esprit commun, on dit que le Figaro, c'est de la droite. En fait, si vous voulez... Vous vous rendez compte, vous êtes au Figaro. Oui, mais si vous voulez... C'est vos parents qui doivent être fiers. Je ne suis pas représentatif du Figaro, et en fait, moi, ce qui m'a toujours attiré au Figaro, c'est le Figaro littéraire, parce que c'est le supplément littéraire fondé par Pierre Brisson, mais surtout réactualisé par Jean-Marie Rouart. C'était un petit peu, le Figaro littéraire, c'est un petit peu, si vous voulez, l'héritier journalistique des Hussards. Et finalement, je me sens très proche, sur un certain plan, de quelqu'un comme Roger Nimier, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup aimé. Et le Figaro littéraire, il reste quelque chose de la sensibilité des Hussards au Figaro littéraire. C'est ça que j'aime au Figaro. Alors, vous savez, le Figaro, c'est un journal très hétérogène, hein. Il y a, ça va du centre-gauche pratiquement à l'extrême droite. Donc il y a presque toutes les tendances au Figaro. C'est un journal qui a gardé quand même une liberté que beaucoup de titres pourraient envier. Vous êtes au Figaro littéraire, il paraît le jeudi, en supplément du Figaro quotidien. Et vous voyez que j'ai gardé un lien avec le monde catholique, puisque mon livre est édité au Cerf. Oui, absolument. Vous voyez ? Parfait, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous pourriez être dans le supplément du mercredi, le Figaroscope, ou dans le supplément du vendredi, le Figaro Madame? Il y a beaucoup de maisons il y a beaucoup de maisons dans la maison du bon Dieu, hein. Donc non, je pense qu'il y a des sensibilités diverses au Figaro. Il y a des gens au Figaro qui s'intéressent pas à la politique, voilà. Moi, ce qui m'intéresse au Figaro, c'est pas le libéralisme. Alors c'est un journal de tradition libérale, mais ouvert. Ce qui m'intéresse au Figaro, c'est la culture française, c'est la culture littéraire, c'est la tradition littéraire et la culture française. C'est ça, le Figaro, de ce point de vue-là, que ce soit sur le plan de la lutte pour la francophonie, que ce soit pour une certaine tradition littéraire qui est en phase aussi avec l'Académie française. Donc voilà un conservatisme qui me paraît digne d'être défendu. Vous êtes de 1960, vous êtes donc tout jeune. Est-ce qu'il pourrait y avoir un quatrième... Si, croyez-moi. Est-ce qu'il peut y avoir un quatrième isme dans votre vie qui interviendra après conservatisme, après communisme, nihilisme, conservatisme? Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre isme où vous pensez que la page est définitivement arrêtée? Non, je crois que la page est... Je ne suis plus assez jeune pour changer d'avis maintenant. C'est terminé. Je pense que, en fait, j'ai lu, j'ai fait des rencontres, j'ai réfléchi. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point de stabilité. Un point de stabilité qu'on retrouve dans les Confessions d'un enfant du demi-siècle aux éditions du Cerf, effectivement. Merci beaucoup, Paul-François Paoli, d'être venu sur TV Liberté. C'est moi qui vous remercie.